Bonjour, bienvenue dans ce cours sur la géométrie analytique. Notre but dans ce cours, c'est de décrire les objets tels que les droites, les plans, les cercles et les sphères. Et nous les décrirons tout aussi bien à l'aide d'équations qu'à l'aide de propriétés paramétriques basées sur des vecteurs. Donc, ce qui va être sous-jacent, le moteur qui va faire tourner la géométrie analytique, ça va être la géométrie vectorielle. Donc si vous voulez des rappels sur la géométrie vectorielle très détaillés, vous pouvez aller voir le cours. Et sinon, vous pouvez vous contenter de ce qui va suivre, c'est-à-dire le résumé sur la géométrie vectorielle. Alors, la géométrie vectorielle, c'est en fait un moyen de faire des calculs en géométrie euclidienne. Donc en géométrie euclidienne, on a un ensemble de points, et ces points donc satisfont des propriétés. Par deux points, il passe une unique droite, par un point extérieur à une droite, il passe une unique parallèle, etc. etc. Maintenant, pour faire le lien entre l'espace euclidien, donc cet ensemble de points, et l'algèbre, on utilise les translations. Les translations forment un espace vectoriel, et on va pouvoir faire des calculs en géométrie euclidienne à l'aide des espaces vectoriels, donc un autre ensemble qui lui est associé. Le lien entre l'espace euclidien et l'espace vectoriel est assuré par l'existence d'un repère. Si on prend un repère c'est une origine, c'est-à-dire un point dans l'espace euclidien, et une base dans l'espace vectoriel. La donnée des deux permet de transformer les points, de représenter les points en vecteurs et de représenter des vecteurs en points. Même si ce sont deux objets totalement différents, ils sont liés par un repère. En particulier ici, si vous avez ici une origine, qui est ce point-là, une base qui est dans l'espace vectoriel, donc on a superposé ici l'espace euclidien et l'espace vectoriel. C'est comme si on avait deux feuilles calques posées l'une sur l'autre et on voit par transparence. Donc on a une origine qui est dans l'espace euclidien, une base dans l'espace vectoriel, et le point A dans l'espace euclidien peut être représenté par le vecteur OA, qui est le vecteur qui va de l'origine vers le point A. Et réciproquement, un vecteur peut être représenté par un point comme étant par la translation de l'origine par ce vecteur. Et ce qui se passe, c'est dans cette configuration, les coordonnées du point A sont exactement les composantes du vecteur OA. On peut modifier un petit peu ces données, en prendre d'autres, pas de problème. On obtient plein de vecteurs différents qui correspondent chacun à un choix de points. La notion de vecteur et la notion de point donc sont deux notions totalement différentes, et ces deux notions donc sont liées par le choix du repère. Donc à chaque repère correspond une correspondance entre point et vecteur. Donc chaque fois qu'on change de repère, on risque de courir à la catastrophe. Dans les données, il y aura toujours donc l'origine qui sera donnée comme étant le point de coordonnées 0, 0, etc. Donc il existe toujours, l'origine existe toujours, c'est un point qui existe toujours, mais qui n'est pas nécessairement mentionné dans les données. Et donc on a cette correspondance ici en 2D entre les composantes et les coordonnées, et en 3D entre les composantes du vecteur et les coordonnées du point. Deuxième propriété, on va voir quelques propriétés donc de lien entre la géométrie et les vecteurs. Donc si en géométrie euclidienne 3 points sont alignés, cela revient à dire en géométrie vectorielle que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Dans le même genre, si vous avez un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme si et seulement si les vecteurs AB et DC sont égaux. Et on aurait pu dire aussi si AD égale BC, ça marche aussi. Il faut juste faire attention à l'ordre, parce qu'on veut bien ABCD comme parallélogramme, et pas ABDC, qui ferait un papillon et pas un parallélogramme. Donc l'ordre des vecteurs ici est très important, leur orientation, et c'est bien DC et pas CD qu'il faut mettre ici. Puisque maintenant on peut traduire nos problèmes de géométrie en problèmes de vecteurs, on peut faire de l'algèbre sur les vecteurs,
et c'est simplement, on définit deux lois, une addition et une action. L'addition se fait composante par composante, l'action se fait aussi composante par composante. Donc on peut faire des calculs, là je ne l'ai mise qu'en 3D, mais on peut non la même en 2D. Une autre propriété que l'on peut calculer, par exemple avec cette algébraisation, maintenant qu'on a l'algèbre, on peut définir ou calculer le centre de gravité d'une famille de points. Alors c'est simplement la moyenne de leurs coordonnées, les coordonnées du point G c'est la moyenne des coordonnées de la famille, et on peut l'écrire en termes de vecteurs sous cette forme-là. Le vecteur OG c'est la moyenne des vecteurs OAI, OA1, OA2, etc. jusqu'à OAK, moyenne arithmétique. On peut faire des calculs maintenant de normes. La norme d'un vecteur, c'est donné par cette formule-là, qui n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore, appliqué plusieurs fois. Et donc c'est extrêmement facile de calculer une norme. La norme représente en fait la distance entre un point d'origine et un point d'arrivée. AB étant une translation, le translaté de A par ce vecteur, c'est le point B, et donc la distance entre A et B, c'est la norme du vecteur, et la distance sera notée dans ce cours soit avec un delta. Pourquoi? Parce que distance c'est long à écrire, D ce sera réservé aux droites, donc pour pas confondre on mettra delta pour distance. Un objet que l'on calcule très souvent, un nombre qu'on calcule très souvent, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. C'est un nombre qui est très facile à calculer. On prend deux vecteurs, on a leurs composantes, et on fait le produit de la somme du produit des composantes, et ça nous donne le produit scalaire. Le produit scalaire a la propriété en fait d'être capable de dire quand deux vecteurs sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires si et seulement si le produit scalaire est nul. Une autre façon de calculer le produit scalaire, c'est d'utiliser cette formule-là, adorée et bien aimée des physiciens. Le produit scalaire, c'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Alors ça, c'est une façon très pratique, par exemple, de calculer l'angle, mais on n'a pas l'orientation. Le cosinus est aveugle à l'orientation des vecteurs, donc au signe de l'angle, si on préfère. Donc il faudra juste faire attention, cette formule ne permet pas de déterminer l'orientation des vecteurs. Cependant, pour calculer des hauteurs ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Encore mieux, on a cette formule qui est la projection orthogonale. Quand on a un vecteur V et un vecteur U, qu'on veut projeter V sur U, orthogonalement, eh bien, on utilise cette formule-là, la projection orthogonale, c'est le produit scalaire de V et de U, divisé par le carré de la norme de U, ce qui nous donne un scalaire ici, et ce scalaire, on le fait agir sur U. On obtient comme ça un moyen très pratique, par exemple, de calculer le pied d'une hauteur ou des symétriques aussi. On peut faire des symétries avec ça sans difficulté. Maintenant, les propriétés qui dépendent un peu de la dimension, mais vous allez voir, elles sont totalement analogues. En dimension 2 ou en dimension 3, on retrouve les mêmes objets en fait, mais qui portent des noms légèrement différents. Alors en dimension 2, on a le déterminant. Le déterminant, c'est un moyen de vérifier si deux vecteurs sont collinaires. Il s'agit de la différence des produits croisés, enfin ici. Donc si on prend le déterminant de U et de V, on peut l'écrire aussi sous forme de ce tableau-là entouré de barres verticales. Ceci ressemble à une valeur absolue, mais ce n'en est pas une. Le déterminant peut être négatif. Il s'agit ici de faire le produit des éléments diagonaux, U1 fois V2, et le V1 fois V2, et de faire la V1 fois U2, et de faire la différence des deux. Donc ça moins ça. U1 V2 moins U2 V1. Le déterminant, en fait, permet d'être... C'est un pendant au produit scalaire, il cache un sinus en son sein. C'est le produit des normes fois le sinus de l'angle entre eux. Et le déterminant donc est sensible à l'orientation, puisque le sinus est sensible au signe de l'angle. La valeur absolue du déterminant, c'est l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs U et V, et le signe du déterminant, c'est l'orientation de la famille U et V. Donc si le déterminant est positif, la famille est orientée positivement. Si le déterminant est négatif, la famille est orientée négativement. Et si le déterminant est nul,
eh ben, le parallélogramme est totalement écrasé, donc il n'y a pas d'orientation qui tienne, hein, nos deux vecteurs U et V sont collinaires. On peut définir un autre objet que le déterminant, mais qui lui est un peu apparenté, c'est UPerp. Donc si on a un vecteur U de composante AB, U perpendiculaire, c'est le vecteur -BA. Alors ce vecteur-là, il a plein de propriétés très pratiques. En particulier, il est toujours perpendiculaire au vecteur U. Hein, si vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, vous trouvez 0. A fois -B plus B fois A, ça fait -AB plus AB, ça fait 0. Autre propriété extrêmement pratique, il a toujours la même norme que le vecteur U. Donc UPerp et U sont des vecteurs de même norme. Et puis le déterminant lui-même peut s'exprimer qu'en termes de UPerp, U perpendiculaire, le déterminant de U et de V, c'est le produit scalaire entre V et U perpendiculaire. Dans le cas où U est un vecteur non nul, la famille U-UPerp dans cet ordre, c'est une base positivement orientée, donc ça nous permet de construire facilement un repère, perpendiculaire, un orthogonal, qui est positivement orienté, et si on veut le normer, on n'a qu'à diviser par les normes encore, puis comme c'est la même norme, il n'y a pas vraiment de difficulté. En dimension 3, on a des formules à peu près analogues. Alors regardons. On a d'abord un déterminant. Le déterminant qui s'obtient en fait, on peut calculer un déterminant 3 fois 3 à l'aide des déterminants 2 fois 2. Il s'agit, si vous vous souvenez, de développer ici par rapport à la première colonne. Donc le déterminant de UV et W, obtenu en faisant U1 fois le sous-déterminant qui est ici, moins, attention au moins, U2 fois le sous-déterminant formé de ces 4 éléments-là, plus U3 fois le sous-déterminant formé par ces 4 nombres ici. Et puis ensuite, on n'a qu'à faire le calcul comme des déterminants 2 fois 2, et ça nous donne le résultat, c'est assez facile. Un autre moyen, si jamais pour calculer un déterminant, c'est de se souvenir que le déterminant en fait est invariant quand à une colonne on ajoute un multiple d'une autre colonne, ou quand à une ligne on ajoute un multiple d'une autre ligne. Ça permet de mettre plein de zéros partout, par exemple comme pour la méthode du pivot de Gauss pour résoudre les systèmes, c'est la même chose, et du coup on a des simplifications de calcul qui arrivent. Le déterminant, en dimension 3, il mesure le volume du parallélépipède engendré par les trois vecteurs, à rapprocher de ceci. Donc c'est à peu près la même propriété. Donc la brique élémentaire de l'espace à deux dimensions 3 est mesurée, sa quantité est mesurée par le déterminant, de même que en dimension 2. Le signe du déterminant, c'est à nouveau l'orientation de la famille, donc ça ne change pas grand-chose par rapport à la dimension 2, c'est pareil. Et puis, cette fois, au lieu d'avoir la collinarité, on a la coplanarité. UV et W sont coplanaires si et seulement si le parallélépipède est écrasé, c'est-à-dire si le déterminant est nul. Donc vous voyez, ce sont des formules absolument analogues à celles qu'on avait. Il y a juste ici le sinus qu'on a perdu, mais on va le récupérer très vite. Un autre objet que l'on définit et qui ressemble à UPerp, c'est le produit vectoriel. Alors le produit vectoriel se calcule ainsi. Alors ça a l'air d'être un peu... Oui, c'est un gros calcul, mais c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a pris le coup, c'est pas trop difficile. Il s'agit en fait des parties qui sont là. Des sous-déterminants qui sont ici avec le signe moins qui est là, d'où on le retrouve là. On va voir pourquoi dans un instant. Alors, ceci, c'est le produit vectoriel, et le produit vectoriel est un vecteur aussi extrêmement pratique, comme UPerp, qui remplit les mêmes rôles que lui. D'abord, le déterminant peut s'obtenir à partir de UPerp, du produit vectoriel et du troisième vecteur. C'est un produit scalaire entre le vecteur W et le produit vectoriel de U et de V. Et ceci s'appelle le produit mixte. Alors le produit mixte, c'est un synonyme du coup de déterminant. Et comparé avec la formule en dimension 2, c'est la même formule
C'est exactement la même formule, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est même pire que ça, c'est même en fait le même objet. Une autre propriété du produit vectoriel, c'est qu'il est perpendiculaire au vecteur U et V. Donc le produit vectoriel de U et V est perpendiculaire à U et à V. Exactement la même propriété qu'en dimension 2. Propriété suivante, alors on retrouve quelque chose d'amusant. La norme du produit vectoriel, c'est en fait le produit des normes fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre les vecteurs. Alors la valeur absolue, c'est normal parce que le sinus, lui, est sensible au signe de l'angle, mais ici on a une norme, donc un truc toujours positif. Donc il faut prendre les valeurs absolues. Et c'est l'aire du parallélogramme engendré par U et V. Donc c'est à rapprocher à cette formule ici sur le déterminant, c'est lié à ça. Et une formule encore, si U et V sont libres, alors UV et U produit vectoriel V, c'est une base positivement orientée. Même chose qu'en dimension 2. Et finalement, là, on a quelque chose de très pratique. Pour mesurer la collinéarité en dimension 3, c'est possible. On peut pour cela utiliser le produit vectoriel. U et V sont collinaires si et seulement si le produit vectoriel de U et V est nul. Et le vecteur nul, hein, attention, ceci est un vecteur. Le produit vectoriel est toujours un vecteur, donc il doit être nul. Voilà le rappel donc sur la géométrie vectorielle. C'est tous les éléments que l'on avait étudiés ou appris en géométrie vectorielle et qu'on va réutiliser pour la géométrie analytique. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.